Une histoire du franc CFA, un film signé Cathy Lena Ndiaye, documentaire qui porte une thèse assez claire, celle d'une monnaie qui serait le symbole d'une décolonisation pas complètement achevée et donc d'une domination pas complètement terminée. Tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec cela, parlons-en tranquillement avec nos invités. Victorin Lurel, bienvenue. Vous êtes sénateur socialiste de la Guadeloupe, vous êtes le co-auteur avec la sénatrice Nathalie Goulet d'un rapport d'information sur la zone franc fait au nom de la Commission des finances du Sénat. Nicolas Normand, bienvenue à vous également. Vous êtes ancien ambassadeur de France au Mali, en République du Congo et au Sénégal. Et vous êtes l'auteur aux éditions Erol du Grand Livre de l'Afrique, réédité en juin dernier. Bruno Cabriac, bienvenue à vous également. Vous êtes directeur général adjoint des études et des relations internationales à la Banque de France, ancien chef du service de la zone franc et du financement du développement, ancien conseiller financier pour l'Afrique à la direction générale du Trésor. Hamzat Boukari Yabara, bienvenue à vous également. Vous êtes historien et auteur notamment de Afrique Unite, une histoire du panafricanisme publié aux éditions La Découverte. Merci à tous les quatre d'être ici. Avant de réagir à la thèse du documentaire et pour que les bases soient très claires, je voudrais que l'on regarde une carte avec les pays qui utilisent aujourd'hui le franc CFA. Vous allez me dire si elle est juste d'ailleurs. Une quinzaine de pays au total, allant du Sénégal à la République du Congo, en passant par la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Cameroun, le Gabon, sans oublier, car on l'oublie parfois, les Comores, des États qui sont soit membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, soit de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Est-ce que c'est bien ça, Bruno Cabriac? Est-ce que, je ne dis pas d'erreur, est-ce qu'on peut faire une petite minute de pédagogie pour que tout soit clair pour nos téléspectateurs? Eh bien, c'est vrai que ces pays utilisent des monnaies qui sont reliées à la France par une convention monétaire, mais ce ne sont pas des pays qui utilisent le franc CFA, ce sont des pays qui utilisent les francs CFA et le franc comorien. Et là, on voit bien une ambiguïté, puisqu'on parle aujourd'hui du franc CFA. En réalité, ce n'est pas le franc CFA, il y a deux francs CFA qui sont deux monnaies, deux zones différentes, qui sont gérées par des institutions différentes. D'un côté, la BEAC et la commission de la CEMAC, de l'autre côté, la BCEAO et la commission de l'UMOA, et qui n'ont, si je puis dire, rien à voir ensemble, puisque ce sont deux monnaies qui ne sont qu'imparfaitement convertibles ensemble, et qui s'appellent franc CFA et qui sont fabriqués en France ou pas? L'ambiguïté, c'est que c'est le même acronyme, mais ce n'est pas le même nom, ça n'est pas la même, ce n'est pas du tout la même signification, et ça n'est pas non plus la même monnaie. Et fabriqués en France, vous ne pourrez pas échanger. Ces billets sont fabriqués en France par la Banque de France. Mais ça n'a rien à voir avec la convention monétaire entre la France et ses États. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de pays qui font fabriquer leur monnaie à l'étranger. Il faut bien faire la distinction entre émettre une monnaie, c'est-à-dire vendre un bout de papier au nom de la confiance avec une valeur monétaire, avec une valeur d'échange, et fabriquer ce papier. Donc la Banque de France est juste un fournisseur. Et beaucoup de pays en Afrique, par exemple, utilisent d'autres fournisseurs étrangers comme Delarue, qui est un pas d'intention politique derrière la fabrication de cette monnaie. Il n'y a pas d'intention politique, il y a une vieille relation commerciale, mais c'est une pure relation commerciale qui, à tout moment, peut changer. Hamzat Boukari Yabara, on voit dans ce film qu'elle est très contestée, cette monnaie. C'est ce qu'on ressent quand on regarde ce documentaire. Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que le documentaire a fait un zoom sur une contestation qui, finalement, serait assez minoritaire? Ou est-ce qu'elle est réelle? Alors, je pense que la contestation est réelle, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux. Il y a la contestation liée à la question coloniale et il y a la contestation liée à la question clientèle. Et lorsqu'on voit des économistes qui se prononcent sur la question du franc CFA, c'est parce qu'ils estiment qu'il est important de faire évoluer la politique monétaire des États africains, de donner aux pays africains qui utilisent cette monnaie davantage de liberté d'action dans un contexte continental où la totalité des autres pays qui ont leur indépendance ont une monnaie nationale. Donc il y a, je dirais, un débat sur la question de la souveraineté monétaire, du rapport également à la question des banques, qui sont celles qui détiennent réellement la souveraineté, et de l'autre côté, le fait que le franc CFA est assimilé à une monnaie effectivement liée à l'histoire de la colonisation. C'est une monnaie coloniale née pendant la colonisation, qui a été validée dans le contexte des accords de coopération monétaire au moment des indépendances, et sur laquelle on attend que les chefs d'État se prononcent de manière plus claire en termes de rupture. D'une part parce que cette monnaie est assimilée à une monnaie liée aux élites, et que les peuples estiment qu'ils ne voient pas les retombées de cette soi-disant bonne santé économique et monétaire dans leur quotidien.
Donc du coup, les contestations populaires sont totalement fondées, elles sont légitimes et elles s'inscrivent aussi dans une évolution de la sociologie africaine. Les populations africaines de 2023 ne sont pas celles de 1960 ni celles de 1994. Elles réclament davantage, je dirais, de marge d'action quant à, je dirais, leur prise en main de leur destin économique. Et donc, à mon sens, les contestations du franc CFA sont fondées à la fois sur la dimension coloniale et en même temps sur la dimension clientèle qui peut être effectivement de chercher d'autres partenaires, y compris pour l'impression des billets, qui peuvent proposer d'autres conditions plus ou moins avantageuses. Et il semble assez insupportable ces francs CFA aux yeux des Africains quand on regarde ce documentaire, Nicolas Normand. Alors c'est un documentaire à charge, mais malheureusement qui ne distingue pas bien la problématique du franc CFA, parce que fondamentalement, il y a deux questions différentes. Il y a la question politique, le relent de colonialisme qu'incarne, que symbolise le franc CFA. Pour cette raison, personnellement, je pense que le franc CFA est une erreur pour la France d'avoir perpétué un système qui est une boîte à fantasmes, d'une certaine manière, parce qu'elle alimente l'idée que la France dominerait l'économie des pays de cette zone à travers la monnaie. Mais c'est ignorer le rôle de la monnaie, j'y reviendrai après. En tout cas, pour cette simple raison psychologique, politique, il vaut mieux couper les amarres et ne pas conserver cette monnaie pour lever ces ambiguïtés. C'est important. Maintenant, sur un plan économique, il se trouve que la zone de franc CFA, les 14 pays concernés, dont d'ailleurs 2 ne sont pas des anciennes colonies françaises, et plusieurs anciennes colonies françaises ne sont pas non plus dans la zone CFA, parce que chaque pays est libre de sortir à tout moment. C'est important de le préciser. La zone CFA. Ils sont libres de Ils sont quitter absolument le franc libres CFA et de l'intégrer. Voilà, par exemple, le Mali l'a quitté dans les années 60 et revenu dans les années 80. Ils sont absolument libres de le faire. Madagascar a quitté. La Guinée n'est pas dans la zone franc. La Mauritanie n'est pas dans la zone franc. Et une ancienne colonie espagnole, la Guinée équatoriale, est dans la zone franc. Une ancienne colonie portugaise a demandé à aller dans la zone franc, la Guinée-Bissau. Maintenant, sur le plan économique, il se trouve que ces pays qui sont dans la zone franc ont en moyenne une meilleure croissance économique que les pays qui sont hors zone franc. Alors pourquoi ? En fait, la monnaie n'est pas déterminante dans la croissance économique, parce que la croissance économique, elle ne dépend pas seulement de la politique monétaire. Il faut qu'une monnaie soit stable. Donc c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Le franc CFA est une monnaie stable. Il se trouve, donc par ça exemple, garantit une certaine stabilité pour les pays qui l'utilisent. Il n'y a pas d'inflation. Ça remplit les 3 rôles d'une monnaie, n'est-ce pas, qui est de compter, de payer et de garder des réserves pour l'avenir, des réserves en valeur. Ça marche avec le franc CFA. Maintenant, le développement économique, ça dépend en fait du cadre juridique, ça dépend d'une politique réglementaire, des institutions, et ça dépend d'une politique budgétaire. Tout ceci n'a rien à voir avec la politique monétaire. La politique monétaire, c'est garder une monnaie stable, essentiellement. J'entends bien. Voilà. Mais je vais vous donner la parole, Victorin Lurel, parce que dans le film, on entend des experts parler d'une monnaie dont l'existence même montre que le processus de décolonisation n'est pas complètement terminé. Je voudrais qu'on écoute cet extrait de cet écrivain et économiste sénégalais et je vous fais réagir juste après. La monnaie a une histoire et elle dit un lien avec la France, avec l'ex-puissance coloniale qui n'a pas été rompue. C'est-à-dire que le vestige que c'est, la trace que c'est, le signe que c'est, dit l'histoire d'une décolonisation qui n'est pas achevée. Victorin Lurel, est-ce que ces francs CFA, puisqu'il faut parler de plusieurs francs CFA, sont le symbole d'une décolonisation pas complètement achevée ? On ne peut pas récuser tout à fait ce qu'il dit, puisque le politique et les émotions ont pris le pas sur l'économique et le monétaire, ce que vous disiez. Aujourd'hui, la France a perdu le combat politique et idéologique, parce qu'il y a une difficulté depuis les années 60. D'ailleurs, le franc CFA a été créé officiellement en 1939, le 1er et 6 septembre 1939, pour éviter les conséquences de la guerre, la fuite des capitaux, etc. C'est après, en 1945, officiellement, on crée ça. Depuis lors et depuis les années 80, 90, il y a une forte contestation, surtout auprès de la jeunesse, qui n'est pas forcément majoritaire, parce que les élites n'ont pas bougé, les gouvernements n'ont pas bougé. D'accord, mais on entend plein d'économistes dans ce documentaire qui, on peut dire, font partie de l'élite et contestent. Oui, souvent militants. Et il n'y a pas vraiment d'études d'économie appliquées pour vérifier et ce qu'ils disent. Très souvent, on a des déclarations et des affirmations qui ne sont pas vérifiées. Celui qui vous parle, moi j'étais contre.
je parlais de France-Afrique, de dire que c'est du colonialisme, etc. Je le pense toujours, il y a ce relent-là, cette récurrence-là qui est là, et c'est vrai qu'il faut évoluer. Lorsqu'on a fait le rapport, on a écouté, on a regardé les ratios économiques, on a regardé l'économie comparative, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Pourquoi ? Parce que on fait porter à la monnaie ce que vous avez dit, tout. Or, il y a au moins 98 indicateurs de développement économique faits par le Forum économique mondial, repris par le FMI et la Banque mondiale. On ne fait porter qu'à la seule monnaie, à la politique économique et à la politique monétaire, tout le reste. Comme un symbole, par exemple, comme cristallisé autour de ça. C'est vrai qu'il faut rompre un certain nombre de choses, on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est vrai, lorsque vous donnez une parité fixe, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Attaché à l'euro, donc ancré à l'euro, on peut comprendre. Lorsqu'il y a une garantie de convertibilité inconditionnelle, il faut une contrepartie. C'était les réserves, la centralisation des réserves à la Banque de France. Lorsque vous avez une garantie de change, on n'évoque pas ça souvent. Si l'euro s'apprécie ou se déprécie, il y a une compensation qui se fait. Bon, oui, vous avez la difficulté, même si c'est technique, de l'incompatibilité de trois objectifs. Avoir la stabilité macroéconomique, la stabilité des prix, faire dans le développement économique et assurer la liberté de transaction. Sans et ignorer de le côté symbolique. C'est incompatible, ces trois objectifs-là. Il faut éliminer au moins un pour atteindre les deux autres. Et ce que l'Afrique de l'Ouest a fait, ce que l'Afrique centrale a fait, et aussi les Comores, même si la parité est différente, c'est de dire qu'on va prioriser un objectif premier. Il y a des objectifs seconds. C'est de dire c'est la stabilité des prix et que ça devrait profiter aux populations. Puisqu'on est en train de parler des avantages et des inconvénients de ces francs CFA, Hamzat Boukari Yabara, j'ai trouvé cette phrase d'un économiste récemment interrogé dans un quotidien malien, Mali 24. Il s'appelle Modibo Mao Makalou. Et il nous dit le franc CFA comporte des avantages comme des inconvénients. Si vous voyez la crise mondiale que nous venons de vivre, en parlant de celle que nous vivons en ce moment, les pays du franc CFA sont les pays qui ont connu la plus faible inflation et ont moins connu la crise économique que tous les autres États en Afrique. D'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est pas un argument qui vient aussi contrebalancer cette colère contre ce franc CFA très symbolique de la colonisation? Bien sûr. Je pense que limiter la question du franc CFA à la stabilité ou la maîtrise de l'inflation nous fait peut-être passer à côté de choses peut-être plus essentielles. Je pense que l'inflation n'est pas forcément le signe d'une bonne santé économique. Il y a des pays qui ont des taux d'inflation plus élevés mais qui se développent, qui ont une croissance. Je pense que l'un des éléments comme le Ghana, effectivement, donc l'un des éléments qui est réellement souligné dans la question du franc CFA, c'est l'abolition de ce système-là pour permettre aux Africains de poser toutes les cartes sur la table et de décider de la ligne politique, économique et monétaire qu'ils souhaitent suivre. Donc il y a, je pense... Donc c'est pas un argument, quoi, c'est ce que vous me dites. C'est pas un argument, c'est un constat qui peut être... une décision politique. Alors Nicolas Normand, puis Bruno Cabriac, peut-être. La question psychologique et la question politique est beaucoup plus importante que la question technique. C'est comme ça. C'est la réalité. Le monde fonctionne ainsi. Voilà. Mais oui, absolument. Si les gens rejettent un système, c'est pour des raisons politiques. C'est pas fondamentalement pour des raisons techniques. Il se trouve pour des raisons techniques. Comme je le disais tout à l'heure, la zone CFA a eu en moyenne une meilleure croissance que la zone hors CFA. Et si vous prenez par exemple l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire a le plus fort taux de croissance de la région avec le franc CFA, ou malgré le franc CFA, comme vous voudrez. Et le Ghana a une inflation énorme, est en cessation de paiement, ne peut plus payer sa dette, est en crise économique. Le Nigeria aussi. Donc voilà. Et puis alors pendant la crise du Covid, n'est-ce pas, en moyenne africaine, il y a eu une régression économique de 1,7%, sauf la zone franc, où c'était plus 0,3%. C'est-à-dire on a gardé une petite croissance en zone franc. Parce que les deux banques centrales ont une politique un peu accommodante, une politique monétaire accommodante, avec plus de liquidités, et qui permettait de garder une stabilité externe et de garder la stabilité interne en matière de prix. Alors, ce que vous dites, vous avez raison, mais c'est une décision politique. Comment faire avec un régime de taux de change fixe et de parité fixe pour impulser une plus forte croissance? Plus d'emplois, comment le faire? C'est tout le sujet et c'est le problème de toutes les banques centrales. La Banque centrale européenne a le même problème. Comment concilier l'emploi, la lutte contre l'inflation et la stabilité macroéconomique? C'est tout le sujet. Ça, c'est une décision politique que les décideurs africains doivent prendre. Bruno Cabriac. Depuis 1983,
il part de l'éco. 83, nous sommes en 2023. Et depuis déjà de très longues années, on parle de réformer la zone franc. C'est vrai qu'il faut la réformer. Bruno Gabriel, Bruno Gabriel n'a pas pris la parole. La réforme, c'est technique. Or, le problème, il est politique. Oui, donc, il faut la supprimer. Bruno Gabriel, il y a un intervenant dans ce film, c'est une phrase que j'ai retenue, qui nous dit « On ne peut pas renoncer à sa souveraineté monétaire sous prétexte qu'on veut renforcer le commerce », qui met en balance le politique et le technique, justement. Non, mais je crois que c'est un faux débat parce que tout ce débat est en fait faussé par le symbole. En fait, ce système, il est victime de ses origines. Donc il y a un délit de faciès sur ce système parce que il a pour origine la période coloniale. Or, qu'est-ce que c'est aujourd'hui que ce système ? C'est 3 monnaies, à nouveau, qui sont gérées par des institutions indépendantes et souveraines, qui ont fait 3 choix. Le premier choix, c'est celui d'avoir une parité fixe. Et cette parité fixe, par nature, elle contraint la politique monétaire, parce que ça devient l'objectif. Il faut maintenir cette parité fixe. Beaucoup de pays ont fait le choix de la parité fixe, ou d'une parité quasi fixe. Plus de la moitié des pays africains, en dehors de la zone franc, ont fait le choix d'avoir une parité fixe. Donc, ce choix, c'est le vrai débat. Est-ce qu'il faut maintenir une fixité ? Est-ce que d'abord l'encre est la bonne ? Est-ce que c'est l'euro ? Est-ce qu'il faut un panier de monnaie ? Est-ce qu'il faut le dollar ? Et je dirais que depuis le passage à l'euro, cette encre a plus de crédibilité parce que c'est quand même une zone plus large et qui est le premier partenaire commercial de la plupart de ces pays. Donc ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix qu'ont fait ces pays, c'est, en tout cas en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, de vivre dans une union monétaire qui là aussi est hérité de la période coloniale. Mais il ne faut pas, et je crois que dans le documentaire, Lionel Zinsou l'explique très bien, il ne faut pas jeter ça aussi au nom d'un délit de faciès et au nom de l'origine de la zone. L'union monétaire, c'est un choix. Et la conjonction des deux, je termine là-dessus, c'est quand même le grand avantage de ce système. C'est que quand vous vous trouvez dans un pays qui est en crise profonde et longue et durable, comme le cas de la Centrafrique, comme le cas du Mali, eh bien la monnaie est préservée. Imaginez le contrefactuel aujourd'hui si le Mali avait sa propre monnaie ou si la Centrafrique avait sa propre monnaie. Et ne vivait pas dans une union monétaire avec une monnaie garantie. Il n'empêche que ce franc CFA, en tout cas une histoire trop lourde et pose trop de questions pour être conservé. Il a été question plusieurs fois de l'enterrer, le film le rappelle, et notamment en décembre 2019, lorsque les présidents ivoiriens et français, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, annoncent la fin du franc CFA et l'arrivée d'une autre monnaie, l'éco. On aurait pu alors se dire, ça y est, le problème est réglé, mais non, pas d'après le sociologue et économiste camerounais Martial Zebelinga dans le film. Écoutez. On n'a pas résolu un problème, on en a créé un nouveau, puisqu'on a déjà un éco qui existe, qui a été accepté par 15 pays africains, et puis là, on en a un autre qui est décidé, ou en tout cas officialisé, par le président français et le président ivoirien, et qui porte le même nom, sur un périmètre relativement proche, donc 8 États, mais qui n'a pas le même concept derrière. Alors là, pardonnez-moi, on a besoin d'explications. L'éco existait déjà. Non, il existait en théorie, c'est-à-dire on s'était mis d'accord dans une conférence pour le créer dans le futur. Voilà. Mais il n'existait pas en pratique. Alors pourquoi ça pose un problème ? Voilà, ça pose un problème parce que cette personne a tout à fait raison dans le film. Il y a un problème de méthode, n'est-ce pas ? On a vu le président français et le président ivoirien, tous les deux, définir ce qu'il fallait faire. Or, ça concerne 14... Macron qui dit « j'ai décidé ». J'ai décidé, voilà. C'était une erreur romaine. Oui, voilà, ça concerne 14 pays. Donc, s'il fallait... Oui, que le symbole et la politique ne sont jamais bien loin, quand même. Non, mais le symbole, et je vous l'ai dit, plus important à la limite que la technique, parce que la technique, c'est une compétence qui devrait être laissée aux pays africains. Donc, l'essentiel, c'est quand même le symbole, que les pays africains décident eux-mêmes et que ce ne soit pas l'ancienne puissance coloniale qui interfère dans cette question. Alors là, on voit le président français et le président ivoirien ensemble qui annoncent des réformes, des décisions importantes. En préemptant la future réforme de l'éco. En préemptant la future réforme. Il aurait fallu de toute évidence une autre méthode. Il fallait réunir les 14 chefs d'État ensemble et qui discutent des différentes options possibles. Et en plus, il fallait éviter de prendre le nom éco parce que ça avait l'air de parasiter un projet qui existait en dehors de la zone franc. Et donc, ça préempte et ça court-circuite la réflexion. Les réticences du Nigeria. Voilà, le Nigeria, le Ghana, qui étaient impliqués dans cette discussion sur l'éco,
C'est bien que vous décryptiez avec nous ce moment du documentaire parce que c'était pas clair. Il fallait prendre un autre nom, simplement. Alors peut-être Hamzat Boukhari, pareil. L'un des problèmes, je pense, c'est le déni de démocratie qui est régulièrement soulevé sur une question qui s'est quand même imposée dans le débat public, sur laquelle on souhaitait que les parlements nationaux africains soient consultés, qu'il y ait de vrais débats pour poser justement les choses clairement sur la table et qu'il y ait aussi des campagnes de pédagogie sur la question du franc CFA. Ça n'a pas été le cas. Lors du discours de Ouagadougou en 2017, Emmanuel Macron a expliqué que c'est le problème des chefs d'État africains. Ouais. 2 ans plus tard, il doit lui-même se déplacer à Abidjan pour annoncer la fin du franc CFA. Donc on voit bien que sans la France, rien ne peut bouger. Et c'est d'autant plus problématique. Pourquoi, d'après vous, juste d'un mot, quelle interprétation vous en faites? Est-ce que c'est parce qu'il est face à des chefs d'État africains peut-être pas d'accord entre eux? Est-ce qu'il y a une responsabilité du côté des dirigeants africains ou pas? Non, parce que d'une part, il le fait avec Alassane Ouattara, qui était quand même le plus grand défenseur du franc CFA et qui explique que rien ne va changer avec l'éco en termes de parité. Il le fait également dans le cadre d'une opération de communication où il grille la politesse effectivement aux autorités africaines. Et il le fait également, je dirais, d'une certaine manière assez problématique dans le sens où il s'immixe dans un autre débat qui est celui de l'éco de la CEDEAO. Et donc lorsqu'on demande à la France de se retirer du franc CFA ou d'abolir le franc CFA, elle transforme ce franc CFA sur un projet qui empiète sur un autre projet ouest-africain. Donc elle s'ingère davantage, déjà, ce qu'il nous dit dans elle s'ingère davantage dans le débat et c'est en ça que cette approche est fondamentalement coloniale puisqu'elle consiste effectivement à larguer les amarres mais à garder un filet qui permet de récupérer tout ce qu'on a laissé de côté. Et par ailleurs, dans la suite des conventions qui vont être signées, on a un maintien finalement de la plupart des éléments puisque bon, ce n'est pas demain qu'on aura visiblement l'écho. Donc un changement cosmétique, Bruno Cabriac. Alors, c'est sans doute maladroit parce que je vois autour de la table que ça a été... Ça fait l'unanimité. Voilà, ça a été très mal ressenti. Or, premièrement, il s'agit d'un accord avec les pays d'Afrique de l'Ouest. Et donc ça marque bien ce que je disais tout à l'heure, c'est 2 monnaies indépendantes. C'est pas la fin du franc CFA, c'est une réforme du franc CFA d'Afrique commune entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, ce qui est un peu curieux d'ailleurs. Attendez, on ne comprend plus rien. C'est-à-dire donc quand le président Macron vient annoncer cela avec Alassane Ouattara, il annonce la fin du franc CFA. Mais du franc CFA d'Afrique de l'Ouest. C'est très important de le comprendre. Mais parce qu'il y a 2 monnaies. Deuxièmement, c'est l'aboutissement de négociations qui ont été menées sur la base de la réaffirmation des choix qui avaient été faits par les pays de l'UEMOA. Premièrement, le choix d'un change fixe. Deuxièmement, le choix d'une garantie française pour appuyer ce change fixe. Et troisièmement, le choix de rester dans une union monétaire que peut-être d'autres pays vont rejoindre. Et pourquoi le projet ECO a du mal à se matérialiser? Eh bien parce que les 2 choix importants que j'avais signalés tout à l'heure, c'est-à-dire le choix d'être dans une union monétaire avec le Nigeria, avec le Ghana, etc., c'est pas un choix si facile que ça et que finalement il y a des réticences de tous les côtés. Pas seulement des anciens pays de l'UEMOA, mais du Nigeria qui l'a dit lui-même. Et puis il y a des réticences de cette union monétaire à faire l'autre choix, avoir une parité fixe vis-à-vis de dollars ou de l'euro, d'une encre en tout cas, ou avoir un modèle de taux de change flexible. Et là, on a bien vu que le président Ouattara, lui, était en faveur du taux de change fixe parce que c'était le système dans lequel vivent déjà les pays de l'UEMOA. Il l'a déclaré à plusieurs reprises et il a dit que l'éco, le grand éco, si je puis dire, devait effectivement être un système à change fixe. On est d'accord qu'il n'existe pas. Non, pour l'instant, il n'existe pas l'éco. Il n'existe pas parce que ces pays n'ont pas encore accepter les conditions de ce choix, d'être en union monétaire. On était en décembre 2019 au moment de cette annonce, et il n'existe pas. L'une des conditions posées par le Nigeria, c'est quand même le retrait définitif de la France du système de l'éco-CFA, y compris la question de l'impression des billets en Afrique. Mais pourquoi non, il n'y a que 9 pays en Afrique qui impriment leurs billets. Oui, mais c'est quand même 9 pays qui c'est commercial, comme il l'a dit. C'est commercial, c'est pas monétaire. Ils peuvent changer Exactement. Le Nigeria le demande, en tout cas. Victorin Lurel, j'ai quand même cette question, et je vais la répéter. Y a-t-il une responsabilité du côté des dirigeants africains qui ne sont pas d'accord entre eux et qui compliquent la sortie du franc CFA? J'ai pas de langue de bois, je vous dis oui. S'ils veulent changer, rien ne les oblige à rester dans l'union monétaire où ils peuvent changer. Pourquoi ne changent-ils pas? Parce qu'il y a des avantages, parce qu'il y a de la stabilité, parce que maintenant on a... Des avantages pour qui? Plus ou moins, je ne sais pas si c'est entré en vigueur, parce que la France a accepté de changer, même si on me dit que c'est à la marge, certains disent cosmétique, il n'y a plus la centralisation des réserves, il y a toujours une rémunération des réserves qui est octroyée, mais maintenant il n'y en aura plus, donc il n'y aura plus de réserves
du tout. Rien n'oblige les dirigeants africains à rester dans une union qui serait... Alors ils le font contre leur population. Parce que moi, ce que j'entends, ce que je vois et ce qu'on a pu entendre, on voit beaucoup de contestations, notamment d'une certaine jeunesse, de militants, qui disent c'est identitaire, c'est de la souveraineté et c'est une géopolitique des émotions. Et donc, c'est vrai, vous avez raison, le politique, l'idéologique, l'identitaire a pris le pas sur le technique, sur le monétaire et sur l'économie. Moi, je vous parle des dirigeants africains. Mais les dirigeants africains, eux, sont conscients que dans les fluctuations monétaires, demain matin, moi, je proposais un régime de change semi-flexible, adosser un panier de monnaie ou peut-être au DTS. Ça, c'est à voir, mais c'est pas nous qui décidons ça. On a dit une recommandation prudente. C'est aux dirigeants africains de le faire. C'est pas la France qui empêche. Ils peuvent entrer et sortir. Aujourd'hui, c'est plutôt de la prudence. Mais c'est important aussi de préciser. Et hâtons-nous lentement, parce que quelque part, au-delà des opinions publiques et des expressions publiques, il y a des avantages qu'ils ne veulent pas abandonner. Dans le film, l'État français est accusé de garder une partie de l'Afrique sous tutelle avec ce franc CFA. On va réécouter un intervenant nous dire que la monnaie est la base de tout pour dominer une économie. Mais on se demandera ensuite si d'autres pays ne sont pas en train de se servir de l'Afrique sans passer par la monnaie. Je pense à la façon dont la Chine est en train de s'implanter économiquement, ou même à la Russie, qui devient un partenaire économique prioritaire pour le Burkina Faso. On en a entendu parler ces derniers jours. Avant d'en parler avec vous, on va écouter la définition de l'entreprise coloniale par cet économiste et essayiste sénégalais dans le film. On ne peut pas comprendre l'entreprise coloniale en évacuant la dimension monétaire, parce qu'elle est capitale. Parce que celui qui contrôle la monnaie contrôle la production, contrôle l'échange, contrôle la consommation. Hamzat Boukari Yabara, est-ce qu'aujourd'hui ce ne sont pas la Chine et la Russie avec d'autres méthodes, avec d'autres intentions, peut-être plus business, mais en tout cas qui sont là, de coloniser une partie de l'Afrique aussi? Alors, je dirais pas de coloniser. En tout cas, c'est certain que sur le plan commercial, la Chine est très présente. Elle est présente partout dans le monde. La Russie, je pense que c'est quand même beaucoup plus limité, qu'elle est quand même loin derrière les intérêts français en Afrique. La Turquie, oui, le Maroc ou d'autres acteurs. Il y a aussi l'apparition de banques et de groupements panafricains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a d'autres alternatives qui s'offrent, qui sont peut-être plus avantageuses que les avantages qu'on aurait avec la France et qui, justement, nécessitent d'avoir ce débat-là. Mais est-ce que c'est pas passer d'une tutelle à une autre, finalement? Non, il ne s'agit pas de passer d'une tutelle à une autre. Il s'agit tout simplement de décider quelle est la bonne ligne, la bonne politique monétaire, budgétaire, économique, financière pour permettre aux pays africains de répondre aux attentes des populations. Et je pense que les dirigeants africains aujourd'hui ne sont pas en phase avec les demandes, les revendications populaires et que plus on avancera, plus on aura des contestations populaires qui amèneront les dirigeants à prendre d'autres positions ou d'autres dirigeants à se positionner davantage sur ces questions. Nicolas Normand, certains pays d'Afrique souhaitent un arrimage du CFA, je l'ai lu dans des articles, au yuan ou au rouble. Comment faut-il voir cette implantation économique rampante, tranquille, de la Chine et de la Russie sur ces États africains qui sont très liés à la France, on vient de le voir? Le rouble, c'est peut-être pas une très bonne idée parce que la Russie a le poids de l'Espagne à peu près sur le plan économique, n'est-ce pas? C'est un nain économique quand même. Et si c'est le choix des populations, des États concernés? Ils peuvent choisir ce qu'ils veulent, oui, mais ils sont tout à fait libres. Écoutez, par définition... Mais la France y perdrait quelque chose? Non, la France n'y perdrait rien de mon point de vue. Enfin, c'est plus simple pour les pays européens de la zone euro de faire du commerce dans la devise euro, c'est sûr. Mais s'il faut passer par une autre devise qui a un taux de change fixe ou non, c'est possible aussi. Ça ne va pas arrêter le commerce. Voilà. Donc personne ne voit cela d'un mauvais œil. C'est un aspect technique, ça ne va pas changer. Il n'y a pas de tutelle ni française, ni chinoise, ni russe sur les pays. Ils sont fondamentalement souverains et ils choisissent leurs partenaires. Ils choisissent leurs partenaires. Et les autres pays qui travaillent en Afrique peuvent bénéficier de la convertibilité, de la crédibilité de la zone. Aujourd'hui, la France garantie, la France peut convertir. La France, quand la Chine exporte, il y a une stabilité de change. Et donc, quelque part, et c'est la raison pour laquelle vous entendez des gens dire non, ça profite aux entreprises françaises. C'était peut-être vrai il y a quelques longues années parce qu'il y a une proximité culturelle. Mais aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça. Lorsque vous exportez, vous avez une assurance que vous aurez en devise, des devises garanties. Donc, alors, la question posée, c'est l'éternelle discussion technique entre la neutralité de la monnaie. Ça ne sert à compter que... Non, c'est plus, et je suis d'accord avec ça, c'est quand même un instrument d'identité, de souveraineté, etc. Et la
la monnaie joue un rôle considérable. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est pas la monnaie n'est pas neutre. Le yuan, non, c'est pas crédible. C'est-à-dire pourquoi c'est pas crédible? C'est pas crédible. Certains le demandent. Le yuan passe par le dollar. C'est une zone quand même. Et si c'est une demande locale? Le rouble, sincèrement, je pense pas que ce soit très sérieux du point de vue de la crédibilité économique. En revanche, vous avez l'euro qui est une monnaie crédible. Vous avez et si vous voulez se tourner vers des monnaies moins crédibles, Victorin Lurel? Non, pour être sérieux, ce qu'aujourd'hui, à mon sens, et un économiste, ce que pourraient faire les dirigeants africains pour mieux répondre à leur opinion publique, c'est de dire, puisqu'on a fait le compte sur et qu'on a le choix économique, sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat des gens, eh bien, on veut faire plus de croissance, plus d'emplois, et c'est vrai que ça peut se faire par une monnaie nationale. Moi, c'est pas tout à fait ma recommandation, de dire comment peut-on desserrer les rigidités? Comment peut-on desserrer les contraintes et arrimer la monnaie à plusieurs autres de la parité fixe? Comment tenir compte des fluctuations de l'euro? Là, il y a peut-être un régime adossé à un panier de monnaie. Oui, ce qui est demandé, c'est la liberté monétaire. La liberté monétaire ne veut pas dire qu'on va faire n'importe quoi ou tout ce qu'on veut avec la monnaie. Il y a un problème de confiance. Au moins, on peut décider de prendre une direction. Et c'est ça qui est actuellement demandé. Et il y a un problème de confiance, vous pensez? Il peut y avoir un problème de confiance, oui, en fonction des dirigeants qui, justement, de la politique budgétaire de ces dirigeants-là. Donc il y a également la question de la corruption qui est présente. Donc tous ces éléments-là sont analysés, effectivement. Je crois qu'à nouveau, le symbole politique fausse complètement le débat. Parce que ce qui est important dans une monnaie, c'est la confiance qu'elle inspire aux gens qui s'en servent, mais aussi aux gens de l'extérieur. Donc c'est ça le phénomène important. Il n'y a pas la notion de souveraineté monétaire. Par exemple, nous, en France, nous avons abandonné notre souveraineté monétaire pour rentrer dans une union monétaire qui a une crédibilité et qui a une crédibilité forte parce que justement, les politiques ont abandonné leur souveraineté au profit d'une institution indépendante qui a un mandat. Mais il y a eu des votes. Pardonnez-moi, il y a eu des votes. Donc regardez la mais les populations ont choisi. Pardonnez-moi, il y a eu des votes. Ce sont des choix démocratiques. Non, mais que ça soit un choix démocratique, c'est tout à fait important. Mais par contre, ce qui est important, c'est de regarder l'efficacité. Or, l'efficacité, elle est liée à quoi? Elle est liée dans la confiance. Parce que la monnaie, à la base de la monnaie, c'est la confiance. Parce que sinon, vous ne prendriez pas un bout de papier qui vaut l'équivalent d'une tête de bétail ou de 2 têtes de bétail. Oui. C'est ça qui est important. Et donc, c'est ça qu'il faut créer. Et donc, que tout ce débat soit... mais la souveraineté monétaire, elle existe déjà. Les gouvernements en place sont libres de quitter et donc de se tourner vers les économies russes et chinoises. Pourquoi pas? Mais de se tourner vers les économies russes et chinoises. Mais à condition que ça crée de la confiance. Et ce qui est important, c'est que aussi, et c'est une dernière chose que je voulais dire, l'union monétaire donne, c'est vrai en zone euro, c'est vrai dans les pays de l'UMOA et dans la CEMAC, plus d'indépendance aux banques centrales. Et donner plus d'indépendance aux banques centrales, c'est donner plus de confiance dans la monnaie. Parce que, évidemment, les politiques sont toujours tentés, et c'est ça le danger de la souveraineté monétaire, les politiques sont toujours tentés de manipuler la monnaie. Mais l'essentiel n'est pas ce discours technique qui est absolument vrai. C'est important qu'une monnaie fonctionne. Sinon, il y a des conséquences très néfastes sur l'économie. Mais ce qui est important aussi, c'est la perception populaire, n'est-ce pas? Il y a un traumatisme dû à la colonisation qu'il faut pleinement prendre en compte. Or, le système franc CFA ne prend pas en compte le traumatisme colonial. Et ça, c'est un péché. Je pense pas que c'est le péché originel. C'est une faute grave à laquelle il faut remédier en se dégageant de ce système. Alors, on s'est dégagé un peu sur le plan technique, puisque les réserves ne sont plus stockées à la Banque de France, mais personne n'a communiqué là-dessus. Pardon, il nous reste vraiment quelques secondes. Hamza Boukari Yabara pour conclure. Mais personne ne le sait. Donc c'est déjà effectivement une souveraineté transférée, mais personne ne le sait. Parce qu'on a gardé le même nom, parce qu'on n'a pas communiqué, on n'a pas expliqué, parce qu'on n'a pas clairement coupé les amarres. On est resté dans une ambiguïté. Je pense que c'est effectivement ça, les amarres n'ont pas été coupées. On a gardé vraiment un filet qui permet de repêcher la question du franc CFA. Donc pour moi, le problème est toujours présent. Il y a une dimension coloniale dans cette monnaie. Il y a un travail à faire pour permettre aux Africains et pour laisser les Africains
accéder à leur souveraineté monétaire. Et c'est un travail qui prend du temps. Et je pense que les mesures qui ont été prises sont des mesures faites dans la précipitation, qui créent beaucoup plus d'ambiguïté que de clarté, et qui sont quelque part des tours de passe-passe, puisque tout ce qui a été aboli par la réforme a été récupéré par d'autres moyens. Donc pour moi, on est dans un statu quo colonial. Et ce sera le mot de la fin. Merci infiniment à tous les quatre. Je vous invite à lire ça. Et merci de nous avoir éclairés sur un sujet complexe et sur un documentaire qui abordait un sujet difficile. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Public Sénat. À bientôt.